Bonjour à tous, je suis ravie d'être des vôtres pour cette deuxième session consacrée à l'emploi. En attendant que la salle se remplisse, une présentation s'impose. Dans un contexte marqué par une jeunesse nombreuse, mobile, de plus en plus qualifiée, mais aussi de plus en plus exposée à la précarité et à l'inadéquation entre formation et besoins économiques, eh bien, le marché de l'emploi fait face à une pression croissante au Maroc comme à l'échelle du continent africain. Face à cette réalité, trois paradoxes interpellent. Un taux de chômage élevé malgré une croissance économique, une multiplication des dispositifs publics sans baisse structurelle du chômage, et puis une montée des NEET, ces jeunes qui sont ni avec un emploi, ni en formation, ni en études. Et que le Conseil économique, social et environnemental alerte à plus de 3 millions au Maroc, selon sa dernière étude. Pour comprendre tout cela, pour poser le contexte, on va céder la parole à M. Younes Benaki, secrétaire général du CESE, pour poser déjà le cadre, le topo, avec toutes ces études conduites par le Conseil, mais aussi avec des recommandations clés. Allez-y, c'est à vous aussi, Benaki. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de prendre part à cette rencontre de haut niveau qui est consacrée à une question stratégique majeure. Ce thème qui nous réunit aujourd'hui a trait directement à la qualité du processus de développement économique, mais également à la cohésion sociale et à la stabilité de nos sociétés. Nul besoin de rappeler que l'Afrique est l'un des derniers territoires au monde à enregistrer des taux de croissance démographique soutenus et à des niveaux de fécondité encore élevés. Bien entendu, cette réalité masque des disparités importantes. D'un côté, les pays d'Afrique du Nord connaissent pour la plupart un ralentissement démographique relativement précoce, avec une croissance annuelle moyenne de 1,8% par an et un taux de fécondité avoisinant 2,8 enfants par femme en âge de procréer. De l'autre, l'Afrique subsaharienne affiche des dynamiques plus marquées, avec un rythme de croissance d'environ 2,5% par an et un taux de fécondité moyen de 4,1 enfants par femme. Néanmoins, il y a lieu de relever un trait commun à la majorité des pays africains, c'est-à-dire une structure démographique des populations, une jeunesse nombreuse, une force de travail abondante. Cette réalité, cet état de fait, soulève une question essentielle. Est-ce que nos marchés de travail sont aujourd'hui en mesure d'absorber ce potentiel humain en lui offrant des opportunités d'emploi décents et stables et porteurs d'avenir? À cet égard, il convient de souligner que la pression exercée sur les marchés du travail ne se manifeste pas de la même manière à travers l'ensemble des pays du continent. En 2023, le taux de chômage en Afrique s'établissait en moyenne à 6,4%, soit un niveau légèrement supérieur à la moyenne mondiale qui est estimée à 5%. Mais derrière cette moyenne se cachent de fortes disparités. Plusieurs pays connaissent en effet un taux de chômage à 2 chiffres, signe de ce qu'on appelle une saturation du marché. C'est notamment le cas du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Soudan, de la Tunisie. Cette hétérogénéité se manifeste également au sein du même pays, à travers des disparités marquées entre les différentes catégories de population, et le Conseil économique, social et environnemental est particulièrement sensible à cette question. Le chômage frappe de manière disproportionnée les femmes, les jeunes et, au niveau de cette catégorie, les jeunes diplômés. D'après les dernières données de la Banque mondiale, le taux de chômage des femmes en Afrique a été, au cours des 5 dernières années, en moyenne 1,3 fois supérieur à celui des hommes. Cet écart est encore plus prononcé en Afrique du Nord, où la non-participation effective et reconnue des femmes au marché du travail s'accentue non seulement à travers des taux de chômage plus élevés, mais aussi par des taux d'activité particulièrement faibles par rapport à ceux des hommes. Les raisons de cette situation sont multiples, sociétales, culturelles et économiques, et contribuent à maintenir d'une part significative de la population féminine, notamment au niveau des pays d'Afrique du Nord, en marge de la sphère du travail rémunéré. Ce constat est d'autant plus préoccupant que le taux de participation des femmes à la vie économique suit une trajectoire malheureusement descendante qui persiste. S'agissant des jeunes, et là je rejoins un petit peu votre préoccupation, le phénomène de l'exclusion se manifeste avec acuité, et une acuité encore plus prononcée. Le taux de chômage atteint des niveaux particulièrement élevés, près de 22% en Afrique du Nord, et environ 9% en Afrique subsaharienne. Le taux des NEET, que vous connaissez tous, les jeunes sans emploi, ni en cours d'études, ni en formation, offre un indicateur éclairant de cette situation. Par ailleurs, il est important de revenir sur un paradoxe préoccupant.
L'exclusion du travail, ou du marché du travail plus particulièrement, touche également et de manière importante les jeunes diplômés, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme supérieur, que les personnes disposant d'un niveau d'instruction plus faible, voire sans diplôme. Intérioriser, accepter cet état de fait, telle une fatalité, reviendrait à renoncer à tirer pleinement parti du dividende démographique dont bénéficie encore notre continent. Ce serait un renoncement coûteux, celui de laisser filer l'un de nos atouts les plus précieux, notre jeunesse. Ouvrons les yeux sur cette réalité. En Afrique, 85% des emplois sont informels. C'est très au-dessus de la moyenne mondiale, qui tourne autour de 57%. Cela signifie clairement qu'une immense majorité de nos concitoyens travaillent sans filet de sécurité, sans protection face aux accidents de la vie. Cela veut dire pas d'assurance, pas de retraite, pas de recours. La débrouille jour après jour. Et ce n'est pas tout. Environ 30% des travailleurs africains vivent avec moins de 2,15 $ par jour en parité de pouvoir d'achat, contre 7% à l'échelle mondiale. Ce seul chiffre devrait suffire à nous alerter. Il dit tout de la précarité, de la vulnérabilité, de la souffrance silencieuse qui touche une large partie de nos populations qui sont par nature particulièrement résilientes. Alors comment pouvons-nous espérer bâtir des sociétés stables, prospères, résilientes, si l'emploi, qui devrait être un vecteur de dignité, un moteur d'ascension sociale, un pont vers l'avenir, devient au contraire un facteur d'exclusion, de résignation? Ce n'est pas simplement une urgence économique et sociale, c'est une question de cohésion, c'est une question de justice sociale. Ne pas agir, c'est prendre le risque d'affaiblir davantage nos fondations communes et de compromettre durablement notre avenir collectif. Réinventer un modèle capable de garantir des emplois durables et valorisants n'est pas une mince affaire. Pourtant, certains leviers d'action existent déjà sur lesquels les pouvoirs publics, en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés, notamment le secteur privé, peuvent concentrer leurs efforts. Parmi ces axes prioritaires, qui sont inspirés du contexte marocain, étayés par plusieurs travaux du Conseil économique, social et environnemental et de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, qui est une association fêtière qui regroupe près de 22 pays, qui a le statut d'organisation internationale et dont le siège est à Rabat. Donc il y a un certain nombre de recommandations que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui. Premièrement, au niveau de la demande, mettre en place des stratégies ambitieuses de diversification sectorielle et accélérer les efforts d'industrialisation afin de réduire significativement la dépendance excessive à l'agriculture qui concentre 60% de l'emploi en Afrique subsaharienne. Il s'agit en l'espèce de développer le secteur manufacturier en tirant parti des avantages compétitifs propres à chaque pays africain, tout en se positionnant sur des mailles adaptées des chaînes de valeur régionales et mondiales. Deuxièmement, assurer un développement harmonieux des deux composantes majeures de l'investissement, essentiel pour stimuler la croissance et créer des emplois. L'investissement public, notamment à travers les grands chantiers d'infrastructures, je pense que le Maroc est moteur et son exemple est édifiant en l'espèce, et l'investissement privé. Pour y parvenir, il est crucial de mobiliser pleinement le potentiel des partenariats publics-privés et les investissements directs étrangers. Troisièmement, créer un environnement propice à l'entrepreneuriat, pilier essentiel de la création d'emplois durables et d'une économie résiliente. Pour cela, il nous paraît impératif d'assainir le climat des affaires en instaurant des cadres réglementaires intégrés et clairs à l'image de la nouvelle charte d'investissement adoptée au Maroc. Et quatrièmement, sans entrer dans les détails, accorder une attention prioritaire à l'entrepreneuriat innovant et à la création de start-up afin de valoriser pleinement les compétences et les talents, notamment ceux des jeunes dans des secteurs porteurs et à forte valeur ajoutée tels que le numérique, l'intelligence artificielle, les fintech, les insurtech, la transition énergétique et l'économie verte. Mesdames et messieurs, ces quatre axes, s'ils sont mis en œuvre de manière effective et efficace, pourraient considérablement stimuler la création d'emplois à l'échelle du continent. Ces axes vont plutôt actionner des leviers de demande. Il y a lieu également, pour avoir une stratégie qui soit complète et holistique, cet effort doit également porter sur l'offre de travail, en particulier la qualité des emplois et l'employabilité des travailleurs. Il est indispensable que la force de travail disponible soit dotée des compétences et connaissances adéquates en phase avec les attentes et besoins des entreprises. Et pour atteindre ces objectifs, permettez-nous de partager avec vous certaines recommandations, toujours inspirées des travaux du Conseil économique, social et environnemental et du laboratoire de pratique que constitue l'UCESA.
Premièrement, identifier et anticiper les évolutions des métiers, tant en termes de demande sur le marché que des compétences requises, afin de différencier les professions en déclin de celles en émergence. Deuxièmement, utiliser les données issues de ce premier point pour adapter les cursus de formation professionnelle et engager une réforme globale des systèmes de formation visant une meilleure adéquation avec les besoins des entreprises, une amélioration de la qualité des apprentissages. Troisièmement, associer étroitement le secteur privé au choix des contenus pédagogiques ainsi qu'à la gestion des instituts de formation professionnelle, notamment pour les métiers complexes à travers le dispositif des institutions de formation en gestion déléguée. Quatrièmement, améliorer en continu, et ce n'est pas une mince affaire, le système éducatif afin de renforcer la qualité du capital humain et réduire les inadéquations entre la formation et l'emploi. Mesdames et messieurs, je ne pourrais conclure mon intervention sans évoquer certains aspects que je qualifierais de prérequis. Je me méfie quelque peu de ce concept, je dirais un certain nombre de conditionnalités pour toutes les réformes ambitieuses qui visent à renforcer l'inclusion des populations africaines sur le marché du travail. Je parlerai de trois en particulier. Premièrement, toute réforme ambitieuse en matière d'emploi doit s'appuyer sur une culture enracinée de l'évaluation des politiques publiques. Deuxièmement, les politiques de soutien à l'emploi doivent être territorialement justes et inclusives, et cela présuppose une répartition équitable des dispositifs d'accompagnement et d'insertion avec la mise en place de mesures de discrimination positive en faveur des territoires les plus défavorisés. Troisièmement, il conviendrait de veiller à ce que le marché du travail formel en Afrique soit régi par un cadre institutionnel adapté qui garantisse à la fois la compétitivité et la pérennité des entreprises, ainsi que la protection effective des droits des travailleurs. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, le défi est de taille et la tâche est loin d'être aisée. Néanmoins, face aux risques économiques, sociaux et politiques liés à une intégration insuffisante des populations africaines sur le marché du travail, il est essentiel d'adopter une approche globale et intégrée. Celle-ci doit s'appuyer sur l'ensemble des leviers identifiés, réformer les systèmes éducatifs et de formation professionnelle, soutenir l'investissement privé et l'entrepreneuriat, améliorer le climat des affaires, accélérer le processus d'industrialisation, tout en consolidant un cadre réglementaire garantissant l'inclusion sociale et l'égalité des chances, avec une volonté bien sûr politique forte, une coordination efficace entre tous les acteurs, gouvernement, secteur privé, société civile et partenaires internationaux. L'Afrique dispose des clés pour relever ce défi. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Benaki, pour toutes ces précisions. Je cède la parole à Madame Imane Belmaté, directrice générale de l'ANAPEC. L'ANAPEC, Madame Belmaté, qui a enregistré une hausse significative des offres d'emploi et des placements pendant l'année dernière, notamment dans les secteurs prometteurs, l'industrie, secteur technologique. Comment est-ce que l'agence adapte-t-elle ses services pour répondre de manière plus efficace aux besoins, aux exigences du marché de l'emploi, en particulier pour les jeunes du milieu urbain, mais aussi rural? Merci Nisrine. Alors, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences est le bras opérationnel d'abord des politiques publiques actifs de l'emploi. Nous agissons en fait par la prise en charge de trois clients principaux. D'abord le chercheur d'emploi, donc quel que soit son niveau d'études, quel que soit son degré en fait d'autonomie dans la recherche d'emploi, quel que soit son niveau de qualification. Ensuite, nous avons notre deuxième client qui est l'entreprise, puisque pour pouvoir mobiliser de l'offre d'emploi, nous devons bien sûr accompagner les entreprises en matière de sourcing des candidats, en matière d'accompagnement de leur plan de RH, de développement, en matière aussi de présélection et aussi dans la distribution des mesures actives à l'emploi, à savoir les programmes de formation-adaptation ou encore les mesures de l'État en matière d'insertion et de maintien. Et donc, pour faire tout ça, c'est un exercice d'intermédiation qui nécessite d'abord la mobilisation de prestations d'accompagnement, donc un temps qui est consacré au conseil et à l'accompagnement, mais aussi c'est une mobilisation en faveur du traitement day-to-day des mesures actives à l'emploi. Et au cœur de tout ça, nous avons un mécanisme de veille prospectif sur le marché de l'emploi qui nous permet de jauger le marché en matière de besoins sectoriels d'abord, puisque en tant que bras opérationnel d'emploi et des compétences, nous devons servir les chantiers nationaux pour accompagner le progrès de notre pays. Nous mobilisons également notre réseau d'agences. L'ANAPEC fait partie des agences qui ont un maillage territorial. Nous sommes présents dans toutes les provinces du Royaume.
Et bien sûr, nous mobilisons l'ingénierie en matière d'accompagnement. Donc, c'est des parcours. On ne peut pas accompagner un jeune diplômé comme un jeune non diplômé. Donc, c'est un parcours à part. On ne peut pas accompagner une très petite entreprise comme une PME, comme un grand compte. On ne peut pas accompagner, en fait, un besoin territorial dans une région comme une autre. Ça dépend, est-ce que le maillage est industriel? Est-ce que c'est plus artisanal? Voilà. Donc, notre action au quotidien, justement, pour améliorer la capacité de serviction et la qualité surtout du service usagé consiste à mobiliser des prestations et des mesures pour le compte de l'État, mais tout ça se fait à travers une veille vraiment rapprochée sur le marché de l'emploi. On reviendra avec vous sur le phénomène des NEET et les initiatives concrètes mises en place par l'ANAPEC dans ce sens. Maintenant, je m'adresse à vous, Monsieur Jamal Belharache, expert en emploi, innovation et pas que. Au Maroc, Monsieur Belharache, le phénomène des jeunes NEET dépasse les 3% selon le Conseil économique, social et environnemental, soit près de 23% des jeunes actifs. Pourtant, il existe une divergence notable entre ces données et les chiffres très optimistes communiqués souvent par le gouvernement. Quel regard portez-vous sur ces contradictions, on va dire, et quels sont selon vous les facteurs structurels qui expliquent cette situation persistante d'inadéquation entre l'offre d'une part et la demande sur le marché du travail marocain? C'est la faute de l'ANAPEC. Non, je rigole. Je rigole. Non, je pense qu'il y a toujours eu comment dirais-je, des désaccords sur les chiffres entre le gouvernement et les institutions comme le HCP. Néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout dépend de ce qu'on prend comme tranche. Quand on parle des NEET, souvent on dit c'est les 15-24 ans, mais on peut aller jusqu'aux 15-35 ans, auquel cas on est à 6 millions de NEET. Donc l'équation n'est pas la même. Donc ça c'est juste pour répondre en préalable à votre question. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, s'agissant des freins et des résultats qu'on a, on parle beaucoup de chômage au Maroc, mais du taux de chômage. Moi, je fais partie de ceux un peu isolés qui veut mettre en phase surtout le taux d'emploi. Ça, c'est le plus important pour moi. Parce qu'en Europe, quand on veut attaquer la question du chômage, il faut regarder le nombre de personnes qui travaillent par rapport au nombre qui sont en capacité de travailler. Au Maroc, nous sommes à un taux de 42% si on prend le taux national, mais en milieu urbain, on est à peine à 35%, ce qui est une catastrophe. Il faut le rapprocher aux pays de l'OCDE qui, en moyenne, sont au-delà de 60 à 65%. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu est tellement abyssal que, effectivement, les freins structurels, ils sont nombreux, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui tirent sur l'ambulance. Le problème du chômage d'aujourd'hui n'est pas lié à l'exécutif actuel, ce sont des carences que les différents exécutifs ont cumulées jusqu'à maintenant. Maintenant, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et avant de vous dire qu'est-ce qu'on fait, je voudrais rappeler quand même deux autres taux, moi, qui me semblent dramatiques. C'est le taux d'activité des femmes qui est en dessous de 18%. Et on ne peut pas laisser la moitié de l'humanité, la moitié du Maroc sans travail. Donc ça veut dire que des freins structurels, mais culturels, font que le taux d'activité des femmes est relativement bas. Et le deuxième taux, c'est ce que monsieur rappelait très rapidement tout à l'heure, s'agissant des jeunes diplômés aujourd'hui qui sont vraiment dans une situation dramatique. Donc la cartographie des chiffres nous donne une situation où on doit faire preuve d'humilité les uns et les autres et ne pas crier cocorico. Après, les freins structurels, il y en a plusieurs, donc je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais j'en donnerai 3 ou 4. Le premier qu'on traîne depuis 40 ans, c'est l'éducation, c'est la formation. Et je pense qu'on ne peut pas d'une baguette magique régler le problème si on n'a pas préparé notre jeunesse à entrer dans un monde nouveau. C'est le premier frein. Le deuxième frein, pour moi, il est culturel, il est intellectuel, et c'est une question de leadership. Aujourd'hui, dans notre pays, on n'a pas compris qu'on est rentré dans un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, il nous faut imaginer le travail de demain avec aujourd'hui un certain nombre de préalables qui sont, intégrer culturellement que c'est l'entreprise qui crée la richesse et personne d'autre. L'État ne crée pas d'emploi, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, sans dialogue social avec les partenaires sociaux, on ne peut pas faire des réformes structurelles et audacieuses parce qu'on doit en faire. Troisième élément qui est important, c'est effectivement l'orientation de nos jeunes par rapport aux métiers de demain. On parle beaucoup de la révolution numérique, mais
au Maroc, on aime beaucoup le narratif, les effets de mode. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir un plan massif pour re-skiller la jeunesse marocaine, mais aussi re-skiller les acteurs salariés qui sont déjà dans le monde de l'entreprise pour fluidifier le marché du travail. Et donc je crois qu'ici, on a des freins structurels parce que, et le dernier point qui est important, c'est que, à mes yeux, aucune politique de l'emploi n'a trouvé écho depuis des années. À chaque fois, on a essayé de boucher des trous avec du plâtre, mais on n'a jamais eu une vision systémique. Or, l'emploi, c'est une vision systémique sur la durée. Et ce n'est pas parce qu'on va faire des incentives à droite à gauche que les entreprises vont recruter. Et enfin, un des freins structurels, c'est la mentalité des entreprises qui ne joue pas son rôle aujourd'hui pour pouvoir intégrer des jeunes diplômés, leur apprendre, parce que le système éducatif ne nous sort pas des salariés formés, il nous sort des salariés avec des connaissances, et c'est à l'entreprise de jouer son rôle s'agissant de l'apprentissage, de l'expérience, etc. Donc je pense qu'on sera amené à y revenir ultérieurement, et je m'arrête là. Excellent. Monsieur Nabil Adel, vous représentez le milieu académique, vous représentez l'ESCA École de Management, vous êtes aussi économiste. On va solliciter les deux casquettes pour enrichir le débat. Donc le diagnostic est posé, il y a une problématique qui est là, il y a des freins que l'on a hérités, comme l'a bien dit monsieur Jamal Belharache. Dans ce contexte de saturation de marché et à la lumière de toutes les problématiques qui ont été évoquées, maintenant que faire? Monsieur Belharache a parlé de l'éducation, d'une vision systémique dont la nécessité s'impose, mais encore, selon vous? Alors, tout d'abord, il faut qu'on soit d'accord sur le diagnostic. Et je pense à ce niveau-là, nous avons quelques divergences. Alors d'abord, il n'y a pas de saturation du marché. Que nous sommes en pleine crise démographique et on n'est pas en saturation du marché. Ça c'est une conséquence d'un problème bien plus profond en amont. C'est que nous n'avons pas suffisamment d'entrepreneurs pour créer des emplois. Et donc la conséquence, c'est le chômage. Et donc aujourd'hui, quand nous avons 14 000 entreprises qui ferment chaque année, je pense qu'on parle même de 40 000 si on inclut toutes les unités productrices de biens et services. Vous prenez 3 ou 4 salariés par entité et vous êtes sur 120 000 qui sont détruites annuellement. 120 000 opportunités de travail. Donc à ce niveau-là, le terme saturation ne me semble pas bien décrire la situation. Au contraire, nous sommes dans un phénomène où de plus en plus, on va avoir un phénomène de shortage et pas un phénomène de saturation. Et les chiffres du déclin démographique que nous voyons partout dans le monde viennent l'attester. Maintenant, en tant qu'enseignant-chercheur en économie, je ne peux pas m'empêcher d'attirer l'attention sur le fait que la création d'emplois, c'est d'abord une affaire de dynamique économique. C'est quand vous avez une entreprise qui a un carnet de commandes bien rempli, elle recrute même si elle doit sacrifier un peu la qualité. Mais elle n'a pas le choix, elle doit recruter pour faire face à un sursaut de commandes. Et donc, tant qu'on n'avons pas d'activité économique qui permet, à travers une croissance économique qui permet de créer des emplois, ben nous allons toujours revenir aux manifestations du problème et non pas à la racine du problème. Les manifestations, c'est l'inadéquation entre l'emploi et la formation, c'est le code du travail qui n'est pas suffisamment flexible. Bon, on a parlé de tout ça, mais à la base, quand vous avez une économie dynamique qui crée des emplois, vous passez tout ça par perte et profit, vous acceptez momentanément que même si vous n'avez pas un diplôme qui est complètement prêt, vous l'employez parce que vous en avez besoin. Et donc, mais aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où malheureusement, nous sommes une économie qui ne crée plus de production. Et cette production va se traduire par des créations d'emplois. Quand vous avez un PIB non agricole qui sur une longue période aussi entre 2,5 et 3%, et vous avez une croissance démographique de 1,8, ça veut dire que ce que vous faites comme création réelle, c'est 1,2. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Pour une économie, elle marche au rythme de la progression démographique. C'est-à-dire que même si on ne fait aucune initiative, l'économie va progresser au rythme de la croissance démographique. Ça, c'est une sorte de croissance acquise. Et donc, si nous sommes à 1,8, et nous faisons bon an, mal an 3% de croissance non agricole, donc ça veut dire que nous faisons 1,2 de croissance réelle. Donc ce n'est pas avec ça que vous allez absorber la masse de diplômés qui arrivent chaque année sur le marché du travail, d'autant plus que le Maroc a fait le pari d'améliorer la qualité, pas de la formation, mais du niveau d'instruction. Nous sortons de plus en plus d'universitaires ou de plus en plus de bacheliers. Maintenant, est-ce qu'ils sont opérationnels? Ça, c'est un autre débat.
Mais aujourd'hui, force est de constater que nous produisons du diplômé. Et nous produisons du diplômé à grande échelle. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nos diplômés se trouvent piégés par leur diplôme. Alors, une bonne partie de la création d'emplois, et ça a été souligné tout à l'heure, provient du secteur informel dans les économies non développées. Et donc, notre diplômé se retrouve coincé. D'un côté, il est surqualifié par rapport à l'informel, et de l'autre, il est sous-qualifié par rapport au formel. Et donc là, il se trouve coincé au milieu. Et donc, à ce niveau-là, nous sommes sur une configuration où cette inadéquation joue un rôle naturellement, mais en amont, tant que nous avons un climat des affaires qui devient un cimetière des entreprises, parce que nous n'avons jamais vu ça quand même. Moi, je me rappelle quand on a commencé à faire les statistiques en 2007-2008, on parlait de 2000 entreprises, 3000 entreprises par an, et on trouvait ça beaucoup à l'époque. Donc, une économie qui ne crée pas suffisamment d'activité ne va pas vous créer de l'emploi. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi l'économie marocaine ne crée pas suffisamment d'activité. Et donc là, vous avez plusieurs paramètres, donc je vais en citer 2 ou 3. Alors d'abord, nous sommes une économie où le poids du secteur public est important. Et nous avons fait des études où au plus l'investissement public augmente, moins on crée des emplois. Il y a un effet d'éviction. Deuxièmement, nous sommes une économie qui tourne en circuit fermé. Ça veut dire que toutes les nouvelles créations d'entreprises qui vont se faire aujourd'hui, par exemple, elles vont servir le marché local. Un marché local qui est petit par nature. Or, dans les expériences de développement de beaucoup de pays dans le monde, c'est l'international qui vous donne la respiration, qui vous donne la croissance. Or, nous avons très peu d'entreprises exportatrices et c'est très concentré. L'essentiel des entreprises qui se créent au Maroc, c'est pour servir un marché local. Et dans ce cas, elles vont se retrouver piégées. Soit elles vont fermer, soit, excusez-moi le terme, ils vont piquer la commande à quelqu'un qui existe déjà. Parce que, comme on a vu tout à l'heure, à un rythme de croissance de 1,2% par an, vous n'avez pas suffisamment de commandes pour satisfaire tout le monde. Et d'où le problème où beaucoup d'entreprises ferment avant de voir leur première facture. Parce qu'il n'y a pas suffisamment, de commandes et donc il n'y a pas suffisamment d'activité économique. L'activité économique qui provient essentiellement de la dynamique internationale des entreprises. Au Maroc, nous n'avons pas cette dynamique parce que nos entreprises, malheureusement, elles ne sont pas suffisamment compétitives à l'international. Donc, quand elles sortent sur le marché international, elles n'ont pas les codes et la performance nécessaires pour survivre. Et donc, elles se recentrent sur le marché national. Maintenant, pour revenir à votre question spécifiquement sur l'emploi et l'adéquation emploi-formation, force est de constater que nous avons quand même une économie qui produit des gens que d'autres pays s'arrachent. Voilà, aujourd'hui, vous avez presque, je pense, les derniers chiffres, on parle de dizaines de milliers d'ingénieurs marocains à l'étranger. Ils ont été formés au Maroc. Et ils sont partis à l'étranger. Comment se fait-il? Quand ils étaient au Maroc, ils ne créaient pas de richesse, et quand ils partent ailleurs, ils créent des richesses. Donc là, on revient à la question de l'environnement. Deuxièmement, l'étudiant marocain souffre d'un grand problème. C'est le bagage linguistique. Et c'est quelque chose que nous constatons considérablement. Plusieurs années d'études, jusqu'au bac, il a fait des études en arabe. Et même quand les matières sont francisées, entre guillemets, le prof les enseigne en arabe, parce que les élèves ne comprennent pas, donc il est obligé de parler en arabe, sinon ils ne vont pas le comprendre. Alors, quand ils arrivent au supérieur, tout le cursus est transformé en français. Imaginez l'effort d'adaptation que doit faire l'élève marocain en 3 mois, entre juin et septembre, il doit changer de logiciel linguistique. Imaginez que vous êtes dans le supérieur en train d'acquérir des connaissances avancées, vous avez des élèves rapidement et vous avez des élèves qui sont en train de lutter pour comprendre les termes utilisés. Vous avez des élèves qui, en 2e année ou 3e année de l'université, ne savent pas c'est quoi l'impôt. En français, ils ne savent pas ce que ça veut dire l'impôt. Imaginez quelqu'un qui va faire les finances publiques avancées alors qu'il ne sait pas c'est quoi l'impôt en français. Alors imagine, lui, on va lui parler de théorie keynésienne, de multiplicateur, d'équivalence Ricardo Barra. Lui, il ne comprend même pas c'est quoi l'impôt. Et donc nous avons une grande déperdition dans l'acquisition des connaissances de la part de ces jeunes parce qu'ils n'ont pas le bon registre linguistique
Et quand ils sortent, par rapport à un équivalent, un étudiant français qui a fait ses études en français, l'étudiant marocain a perdu 60 à 70% en connaissances parce qu'il n'a pas l'outil linguistique pour accéder à la connaissance. Merci beaucoup pour ces éclairages. Monsieur Moubarak Lo, vous êtes expert en emploi en Afrique. Dans une perspective, Monsieur Moubarak, panafricaine, quelle stratégie innovante, notamment en matière de coopération régionale cette fois-ci et d'intégration des marchés de l'emploi, pourrait favoriser une meilleure insertion des jeunes sur le continent de manière générale? Bon, merci. Je pense que je connais mieux l'économie marocaine que l'emploi en Afrique. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur le Maroc. J'ai coproduit d'ailleurs un rapport pour l'Institut royal d'études stratégiques sur les métiers mondiaux. Avant, j'avais fait pas mal de rapports aussi pour le Policy Center for the New South. Disons qu'aujourd'hui, le monde, l'environnement n'est pas favorable, comme vous le savez, parce que les dernières estimations du FMI parlent d'un ralentissement de la croissance mondiale. On parle de moins 0,3% par rapport à la première prévision faite par le FMI. Et on assiste aussi à ce qu'on peut appeler une démondialisation et un renforcement du protectionnisme, etc. L'Afrique tire encore son épingle du jeu, mais je veux dire, il y aura forcément ce qu'on peut appeler des effets de second tour, parce que chaque fois que les multinationales souffrent à l'étranger, ça va impacter sur les investissements demain, etc. Et également sur la demande dans les marchés en question. En même temps, l'Afrique n'a pas le choix, parce que, je veux dire, un pays européen ou les États-Unis ou le Canada peuvent se permettre, disons, des années de croissance zéro. Même il y a certains théoriciens aujourd'hui qui théorisent la possibilité d'avoir une croissance zéro. Ils disent que c'est ça le futur du monde et qu'on travaille même sur l'économie du loisir, faire des semaines de 4 jours, réduire le temps du travail, etc. Parce qu'effectivement, on se demande à la fin de la journée quel est le but de la vie. Et c'est ça qui détermine un peu les choix. Mais pour l'Afrique, tout est à faire. Aujourd'hui, je travaille sur la problématique de l'émergence des pays. Le bon taux pour les pays africains, c'est 8 à 10%. Aujourd'hui, vous prenez un pays développé, s'il a 2%, tout le monde va applaudir. Pour l'Afrique, avec des taux moyens de 4-5%, on ne fait que 2% à peu près de croissance du PIB par tête, qui ne nous permet de multiplier le PIB par tête que tous les 35 ans. Ça veut dire qu'il faut vraiment 35 ans pour multiplier le PIB par tête, alors que si vous prenez les pays asiatiques, tous les 10 ans, ils arrivaient à multiplier le PIB par tête. Donc aujourd'hui, pour l'Afrique, c'est ça l'objectif. C'est comment faire pour que tous les 10 ans, on multiplie le PIB par tête. C'est ça qui permet d'accélérer le développement de l'Afrique. Et tout ça doit se faire dans un environnement difficile. Ça veut dire qu'il faut savoir faire preuve d'ingéniosité pour s'en sortir. Nous avons 3 défis. Le premier défi, c'est ce dont je viens de parler, c'est l'accélération de la croissance. Donc comment passer d'un taux de 5% à un taux de 8 à 10%. Donc comment doubler? Pour le Maroc, c'est la même chose. Le Maroc aujourd'hui, son taux de croissance, vous parlez de nouveaux modèles, j'attends de voir. Je pense qu'il faut aller au-delà du nouveau modèle. En tout cas, le documentaire qu'il est fait, il mérite d'être opérationnalisé. Il n'est pas assez opérationnel. Ça ne suffit pas. Je vous assure que je l'ai étudié en profondeur et je vous le dis en toute fraternité. Tous les pays qui ont réussi, disons, des stratégies d'accélération de la croissance, le nouveau modèle, pour moi, c'est une vision. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir des stratégies opérationnelles et de réhabiliter d'ailleurs la planification. Donc il faudrait avoir des plans quinquennaux, des plans décennaux, le nouveau modèle étant un peu la vision à long terme, pour transformer
l'économie. Je l'ai mis dans des papiers, je les répète ici officiellement, il faut des stratégies opérationnelles pour le nouveau modèle et notamment des plans de développement. Ça, c'est la première chose. Donc, comment accélérer la croissance? Pour le Maroc, le bon taux minimum, c'est 6% pour le Maroc. Bon, le deuxième élément, c'est parce que la croissance ne suffit pas. D'ailleurs, il y a un économiste qui dit que le développement, c'est la croissance et la transformation. Comment transformer l'économie? Donc, rendre l'économie beaucoup plus sophistiquée, rendre l'économie également beaucoup plus diversifiée. Le Maroc, aujourd'hui, est dans une situation qu'on peut appeler la trappe des pays à revenus intermédiaires. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment spécialisé pour pouvoir rejoindre la dynamique des pays comme la Malaisie ou, disons, tous les pays, les dragons asiatiques, mais en même temps, il est sous la menace de la compétition avec les pays dont les salaires sont plus bas. Et donc, il faut que le Maroc arrive à sortir de ce dilemme. Et la solution n'est pas facile parce qu'il lui faut à la fois accélérer la sophistication et la diversification, mais également créer beaucoup d'emplois. Et en général, quand vous dites sophistiqué, quand vous dites remonter les activités, la valeur ajoutée, très souvent, vous faites plus de productivité et donc vous créez beaucoup moins d'emplois. À court terme, on dit moins. Et donc, ça veut dire qu'il faut accélérer la densification du tissu économique, notamment les PME. Et on parle du secteur informel aussi. C'est vrai que l'informel ne donne pas des emplois décents. C'est pourquoi les chiffres de tout à l'heure sur le chômage ne reflètent jamais la réalité. Parce que dans la définition internationale du travail, c'est ceux qui cherchent du travail. Mais si on me dit 6% d'emplois en Afrique, il y a beaucoup de sous-emplois. Il y a des gens qui... Et ensuite, il faut de l'emploi décent. Et donc, il faut développer le tissu des PME. Il n'est encore pas assez fort au Maroc. Il faut le faire dans toutes les régions du pays. Il faut le faire même dans le monde rural. Parce que, bon, moi, je suis un maire rural, donc j'ai un peu cette fibre rurale qui me fait dire que dans tous les villages, il y a un potentiel énorme. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui est important? C'est la productivité, à la fin de la journée. Mais si vous prenez le paysan au niveau rural, sa productivité est très faible. Donc comment faire pour relever la productivité du paysan, mais comment également faire la transition entre des activités peu productives et des activités plus productives, notamment diversifier l'activité au niveau rural, parce que l'artisanat, le tourisme rural intégré, la transformation agricole, tout ça permettrait de générer beaucoup d'emplois et beaucoup de revenus au niveau rural. C'est la même chose au niveau périurbain. Concernant les formations également, je termine par ça. En fait, il faut une vision qui permette déjà, dès 10 ans d'études, de pouvoir orienter la moitié des jeunes vers des formations techniques et professionnelles. Je ne sais pas si Madame, directrice générale de l'ANAPEC, a les capacités d'accueillir la moitié des jeunes marocains après 10 ans d'études, mais dans tous les pays, en tout cas qui ont réussi à émerger, c'est ça la stratégie. Parce que il y a ce qu'on appelle en économie advantage of backwardness, c'est-à-dire si vous êtes un pays qui cherche à émerger, vous ne devez pas avoir une situation où, disons, le haut de la pyramide est trop élargi. Parce que vous allez avoir beaucoup de jeunes qui ont la maîtrise, mais qui ne pourront pas trouver du travail. Parce que ça, c'est pour des pays, disons, qui font de l'innovation, beaucoup d'innovation. C'est valable notamment pour des pays à faible profil démographique, comme les pays européens. Eux, aujourd'hui, il faut plus qu'ils développent le haut de la pyramide. Le Maroc doit le faire, mais le milieu de la pyramide, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'appliquer les technologies, c'est ça qu'il faut densifier. Donc ça suppose d'avoir beaucoup de formations professionnelles et techniques. Au niveau universitaire aussi, les formations courtes, Bac+2, sont fondamentales. Bon, je peux parler encore plusieurs heures, mais
comme on est limité, merci beaucoup. L'identification des PME, des stratégies opérationnelles qui s'imposent et inclusives surtout, sans oublier le milieu rural avec toutes les potentialités dont il regorge. Les défis sont immenses. Le CESE insiste sur la nécessité d'une stratégie multisectorielle pour réintégrer ces jeunes. On parle des NEET encore une fois dans le tissu économique. Quelles sont selon vous, M. Benaki, les mesures prioritaires que le gouvernement devrait adopter pour améliorer la création d'emplois qualifiés et surtout durables? Décidément, vous nous poussez encore à parler de ce fameux rapport sur les NEET. Après m'être acquitté religieusement du devoir de représentation, avec la responsabilité y afférente, parce que quand même je suis là en tant que représentant d'une institution, et c'est pour ça que je vous ai infligé un mot, et je m'en excuse. Je vais peut-être, ça ne va pas m'empêcher de réagir et d'apporter quelques éclairages sur la question très pertinente. D'abord, mal nommer les choses, je ne sais pas qui disait ça, mal nommer les choses, c'est participer au chaos du monde. Donc il y a un débat forcément sémantique qui va s'installer, saturation, pas saturation, saturation si on l'aborde de manière statique, pas de saturation si on l'aborde de manière dynamique. Le fait est que nous avons au niveau de l'Afrique, et au niveau national aussi, nous avons une base de population, de jeunes qui est sous-qualifiée. Et nous avons également le phénomène paradoxal d'une population de surdiplômés qui n'arrive pas à être absorbée par le marché du travail. Donc d'où cette saturation par rapport à une image statique. Mais si on l'aborde, tout à fait d'accord avec monsieur tout à l'heure, si on l'aborde de manière dynamique, effectivement, il n'y a pas de saturation. Il y a une inadéquation entre la formation, la capacitation et le marché de l'emploi au plan de l'offre qui ne trouve pas sa demande. Et que cela, bien sûr, convoque les leviers qu'a adressé très justement monsieur. Alors, le conseil, c'est d'abord une approche. Par rapport à ces jeunes NEET, l'approche du conseil est basée d'abord sur la concertation, sur la co-construction et sur l'ouverture sur les parties prenantes. Parce que c'est à partir de l'écoute des sachants et des parties prenantes que nous formulons les recommandations qui vont apporter autant d'éclairage sur un certain nombre de stratégies publiques. Notamment l'idée que nous avons, malheureusement, nous continuons à fonctionner sous l'empire de stratégies sectorielles qui sont gérées encore au plan de la formulation et surtout au plan de l'implémentation, et ça c'est un point essentiel, en silo. L'idée pour le Conseil d'aller adresser une population avec une effectivité de ses droits, les droits de ces populations qui leur sont dus, et puis d'aller questionner un petit peu les barrières et les freins qui font qu'on ait cette population de NEET de 1,5 million, 15-24 ans. On ne va pas entrer dans un débat des chiffres parce que voilà, donc ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'aller caractériser cette population, d'aller convoquer les questions essentielles qui ont fait que cette population n'arrive pas à être absorbée par le marché du travail, n'arrive pas de manière plus profonde à être capacitée. Et ça nous pousse aussi à nous poser des questions sur l'activité des femmes, qu'a évoqué Seb El-Harj, très justement. L'activité des femmes, il y a une question aussi qu'on serait enclin à se poser. Est-ce qu'on reconnaît l'activité domestique? Est-ce qu'il n'est pas le moment de reconnaître de manière claire, assumer le fait que la femme participe à l'activité en tant que contributrice dans les travaux qu'elle fait au niveau des différents foyers et des différents ménages? Ça aussi, je parle aussi à l'économiste, il y a un effort de prise en compte et d'appréhension à faire. Donc les trois barrières pour les NEET. Première barrière, c'est l'abandon scolaire. Très, très bonne recommandation, cher Moubarak. L'idée, c'est d'avoir une formation professionnelle, d'abord une école de la seconde chance, pour recanaliser ces 280 000 élèves qui abandonnent l'école publique. Il y a d'abord le phénomène de décrochage, donc déjà qui conditionne les capacités, les skills qui ont été évoqués, et la capacité de ces élèves, in fine, à intégrer le marché du travail valablement. Et puis l'abandon scolaire, ce sont des gens qui sortent de l'école. Donc il faut d'abord veiller à ce qu'ils rejoignent à travers l'école de la seconde chance. Je pense qu'il y a 50 000 qui sont pris en charge là-dessus. Et puis également la formation professionnelle qui doit, à mon sens, non seulement élargir quantitativement la prise en charge de ces jeunes, et puis il faudrait penser aussi à la formation professionnelle pour les jeunes ruraux.
Très important d'avoir des instituts de formation au niveau du milieu rural. Deuxième frein, c'est l'accès, une fois qu'ils ont leur diplôme, et je rejoins parfaitement l'orateur précédent qui disait, ou l'avant-dernier, qui disait très justement que ces jeunes, bien qu'ils aient des diplômes, vous voyez qu'ils soient bardés de diplômes, au niveau de certaines compétences, ils sont démunis pour affronter les nouvelles exigences et les nouveaux défis qui sont bien sûr liés à ces nouveaux métiers qui doivent être promus au Maroc. Donc l'idée aussi d'aller questionner les dispositifs d'insertion, de capacitation et d'accompagnement de ces jeunes pour qu'ils sortent de cette barrière. Et puis par la suite, aller voir comment améliorer le climat des affaires, encourager l'auto-entrepreneuriat, encourager la petite entreprise avec ces phénomènes qui ont été d'attrition et de mortalité, si j'ose dire, que connaît un petit peu cette frange importante du tissu entrepreneurial marocain. Le temps qui nous est imparti s'écoule très rapidement. Il nous reste seulement 10 minutes. Une deuxième question, Madame Belmati, une question à deux volets. Face à la montée des NIT, quelles initiatives concrètes l'ANAPEC développe-t-elle pour renforcer l'accompagnement personnalisé, la formation, l'insertion? Et puis dans un contexte où la digitalisation et l'autonomisation transforment les métiers, comment l'ANAPEC travaille-t-elle avec le secteur privé et les acteurs de la formation pour anticiper les besoins futurs ou alors les besoins actuels et encourager l'entrepreneuriat innovant? Alors, comme il y a la contrainte du temps, je vais traiter ça rapidement. Tout d'abord, pour les NIT. Donc, l'agence s'est investie dans un plan opérationnel et j'ai beaucoup aimé l'intervention de mon collègue en parlant de stratégie opérationnelle. Donc, l'agence est inscrite dans vraiment un plan opérationnel qui est constitué d'innovation opérationnelle pour transformer vraiment à court terme, très rapidement, l'action de manière plus impactante. Donc pour les NIT, nous avons revu toute l'ingénierie de prise en charge du NIT ou du jeune en fait, qu'il soit diplômé, non diplômé, qu'il soit en situation de qualifié ou non qualifié, pour lui offrir un parcours qui lui offre dans tous les cas une sortie positive. C'est-à-dire quand on prend en charge le jeune au sein de l'agence, tout d'abord on va faire un entretien de profiling pour le situer par rapport à la distance qu'il a par rapport au marché du travail et on va l'accompagner soit pour l'intégrer tout de suite sur le marché en fonction des offres et des secteurs qui viennent chez l'ANAPEC en tant que client, ou on va le rapprocher de ce marché du travail à travers une formation adaptation, des formations adaptation dans le cadre des programmes que nous gérons ou dans le cadre des formations partenariales, parce que l'ANAPEC fait très rarement des choses seule. Hein. Tout ce que nous faisons, il se fait avec les partenaires. Et là, je souhaite vraiment insister sur le fait que l'emploi, c'est l'affaire de tous et que ça nécessite vraiment une action de convergence opérationnelle et concrète sur le terrain. Et puis, et par la suite, effectivement, les sorties positives, ça peut être un stage, ça peut être une formation d'adaptation, ça peut être une insertion. En fait, il faut offrir plusieurs options aux jeunes pour le rapprocher du marché du travail. Par rapport à la digitalisation, donc le digital aujourd'hui, il est au cœur de ce plan opérationnel de transformation pour surtout rapprocher le service public du jeune et de l'entreprise. C'est-à-dire, il n'est pas forcément impératif que le jeune vienne en agence. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en matière d'accompagnement à distance. Et donc, l'agence vraiment met la digitalisation et le numérique au cœur de sa transformation, que ce soit en interne ou vers l'usage. Voilà. Excellent. Monsieur Jamal Belharache, une question à 3 volets. Quels sont les principaux freins à lever encore pour les secteurs émergents, notamment l'intelligence artificielle, les fintech, les technologies vertes, pour qu'elles puissent devenir de véritables leviers de création d'emplois? Et puis, quelle feuille de route pragmatique proposez-vous pour instaurer une gouvernance agile et collaborative entre les acteurs publics et privés? Et puis, face aux mutations rapides des compétences, notamment dans les secteurs innovants, quelles bonnes pratiques internationales en matière de formation continue ou alors de reconversion professionnelle pourraient être adaptées au contexte marocain? Donc, j'ai 2 heures pour répondre à ça. 2 minutes. Donc, je ne vais pas répondre à ces questions en même temps, mais je vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire maintenant. C'est comme Georges Marchais, donc j'ai bien entendu votre question, mais je vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire. La première chose, c'est que on parle des NIT, mais encore une fois, il faut qu'on apprenne
à bien analyser les chiffres pour avoir les bonnes stratégies. L'INIT aujourd'hui, c'est 73% de femmes. C'est 60% dans le rural. Donc, encore une fois, ce n'est pas un bloc monolithique. C'est très important. Deuxième idée sur laquelle je voudrais insister, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, il me semble que, je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une approche systémique. La première d'entre elles, c'est la visée de la compétitivité des entreprises qui aujourd'hui pose problème parce que le coût du capital humain est très élevé pour un pays comme le nôtre. En ce qui me concerne, j'ai lancé le débat depuis des années, mais personne ne veut l'entendre. C'est la mise en place d'une véritable TVA sociale pour réduire les charges employeurs et passer une partie dans la consommation. Ça serait une vraie révolution culturelle. Et ça passe par la mise en place d'un nouveau contrat social, me semble-t-il, de confiance, basé sur l'éducation, sur la formation et sur le travail. Troisième idée fondamentale pour moi, et Imen en parlait tout à l'heure, c'est que l'entreprise comprenne bien son rôle d'intégration dans le tissu économique des jeunes diplômés. Parce que parmi les taux importants, on l'a abordé tout à l'heure, celui des jeunes diplômés est juste catastrophique, mais ça a été dit aussi par mon voisin de gauche, à qui je m'excuse de tourner le dos, mais c'est parce que je regarde juste là, c'est que cette inadéquation, elle vient de loin. C'est cette incompétence qui a été entretenue autour de la langue, d'une part, mais aussi autour des soft skills, parce qu'on parle du nouveau monde dans lequel nous sommes, mais ce nouveau monde, aujourd'hui, nous a dit clairement, les soft skills sont la clé de l'employabilité. C'est plus le diplôme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut imaginer le travail de demain avec les ingrédients de demain. Le diplôme, dans quelques années, ne sera plus un sésame pour entrer dans l'entreprise. Ce sont les soft skills, ok? Et ça, c'est fondamental. Et pour ce faire, ça veut dire qu'il faut rééduquer la société autour du culte du diplôme. Et donc ça, je pense que c'est un travail collectif. L'autre point qui me semble très important, et je voudrais réinsister là-dessus, et pourtant je ne suis pas syndicaliste, le dialogue social, la démocratie sociale est fondamentale. Parce qu'il n'y aura pas de réforme de fond si les syndicats ne sont pas embarqués. Or, il nous faut réinventer un code du travail pour le nouveau siècle parce que celui-ci est trop rigide et ne permet pas aux entreprises de travailler dans la fluidité et encore moins de protéger les salariés. Et le dernier point, vraiment le dernier pour laisser le temps à mon voisin, je pense qu'aujourd'hui, ce contrat social dont je parle nécessite une réflexion de fond et c'est pour ça que je profite de la présence du CESE aujourd'hui parce que je pense que c'est son rôle d'être à l'initiative de ça. Il nous faut une conférence sociale de fond qui va aborder tous ces problèmes et pour sortir avec une vraie feuille de route et qu'on arrête de faire des rapports, des rapports et des rapports et des rapports et des rapports. Parce que les rapports restent dans les tiroirs depuis des années. Au Maroc, on est très fort, on est intelligent, on sait sortir des rapports, des analyses, mais quid de l'exécution? Et pour conclure, parce que j'aime la culture anglo-saxonne, elle dit simplement que le leadership is execution, et execution is leadership. Donc c'est ça le sujet qui nous manque. Donc on a un vrai problème de leadership sur l'ensemble de ces sujets. Il reste malheureusement beaucoup à dire sur le sujet, mais nous n'avons plus le temps de refaire le deuxième. Peut-être deux questions dans la salle et peut-être que M. Adel et M. Moubarak pourront y apporter les éclairages nécessaires. Allez-y, M. Hello. Madame, il faut veiller à l'équilibre du temps de parole. Je suis désolé, madame. Je suis désolé. Il faut veiller à l'équilibre du temps de parole. Il faut s'arrêter. Ça ne dépend pas de moi. Il y a un vraiment, timer à respecter. Désolé. Je suis désolé, mais c'est presque un manque de respect. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout, monsieur Adel. Loin de moi. On peut prendre la question de monsieur Hello, vous pouvez y répondre et vous pouvez également avancer avec d'autres éclairages selon le point que vous avez choisi de développer encore. Volontiers, on vous écoutera volontiers. Bonjour tout le monde, anciennement speaker ce matin et aujourd'hui spectateur. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, c'est très intéressant et je voulais juste réagir à haute voix mais rapidement par rapport à ce que disait M. Adil, par rapport à l'entrepreneuriat et pourquoi les entreprises meurent et qu'il y a un manque de création d'entreprises. Moi pour ma part je suis entrepreneur depuis 30 ans et si on me demandait de redémarrer à être entrepreneur, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie d'être entrepreneur, j'ai pas envie.
pour la simple raison, c'est qu'il y a une pression fiscale. On parle beaucoup de défendre les employés, je suis d'accord, mais pourquoi on ne défend pas l'entrepreneur? C'est lui qui prend tous les risques. Les risques pour les employés, les risques pour sa famille, les risques pour encourager le tissu économique. Parce que plus de 90% des entreprises au Maroc sont faites de petites PME. Et aujourd'hui, et pour compléter ce que je vais dire rapidement, on a oublié ou on ne parle plus, comme par magie, du post-Covid. Il y a plus de 50 000 entreprises qui se sont cassées la figure. On a tendance à vouloir reproduire les modèles des autres pays. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est par complexe ou par manque d'inspiration. Et on les pousse à jouer le jeu, mais après on ne fait pas de diagnostic pour les accompagner. Tu as joué le jeu, tu nous as aidés, t'en es où? Ben non, on les laisse, ils sont dans la nature. Puis à un moment, ils se cassent la figure. Donc ça, c'est un problème auquel il faudrait se poser des questions. Pourquoi il y a plus de, je ne connais pas bien les chiffres, mais plus de 50 000 entreprises qui se sont cassées la figure. Et pourquoi aujourd'hui il y a autant de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi? Comment réinventer notre propre modèle? Je parle en regardant mon frère Ibrahim, M. Lowe, on se connaît depuis longtemps. On hérite de la colonisation, mais on continue à appliquer un business model et un système qui finalement peut-être n'est pas le bon. SARL au capital social 2, toujours les mêmes trucs, la même salade. Mais pourquoi on n'invente pas notre propre modèle à nous? Notre propre modèle de société, notre propre modèle de créer des compagnies, notre propre modèle social et reproduire ce que font les autres, qui finalement chez eux ça ne marche plus et chez nous on veut. Hicham, je suis désolée de vous interrompre. Tout simplement. Merci. Merci beaucoup pour la pertinence de votre intervention. Monsieur Nabil Adel, si vous avez des choses à rajouter. C'est frustrant, j'entends bien, la thématique est très intéressante, il y a fort à dire, loin de nous de vouloir manquer de respect. Non, mais il faut juste veiller à ce que l'équilibre du temps de parole, comme ça pour répartir équitablement sur tout le monde, c'est tout ce que je dis. Vous êtes exprimé de manière assez longue, je vous laissais vous exprimer, mais loin de moi le fait de manquer de respect à qui que ce soit. Pour répondre à la question sur le problème du chômage est toujours à trouver dans l'entreprise. Si vous avez des entreprises qui ferment, vous allez avoir un taux de chômage qui augmente. C'est presque systématique. Pourquoi une entreprise ferme au Maroc? Parfois, il faut être vraiment suicidaire pour investir au Maroc. Et il faut vraiment avoir un sens du courage hors norme pour investir au Maroc. J'ai un ami à moi qui a mis beaucoup d'argent dans un projet et il n'a pas eu l'autorisation administrative parce qu'il avait débordé de 20 cm. De 20 cm. Il n'a pas eu l'autorisation sur un projet qui va créer des dizaines de postes d'emploi parce qu'il a débordé de 20 cm. Le plan d'aménagement. 20 cm. Et le projet a été arrêté. Et des exemples comme ça, on peut en citer à l'infini. Donc aujourd'hui, nous avons une hécatombe qui s'abat annuellement sur nos entreprises et nous cherchons le problème du chômage ailleurs. Naturellement, il y aura toujours un problème d'adéquation, il y aura toujours un problème de code du travail, il y aura toujours un problème d'environnement. Mais quand on ne cherche pas à la racine, pourquoi aujourd'hui, et je vous assure, ce n'est pas de l'exagération, beaucoup d'entreprises ferment avant d'avoir leur première facture. Vous vous rendez compte? C'est pour accéder au marché, je mets au défi n'importe qui, quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme, mettons qu'il a lancé une entreprise de traduction par exemple, s'il ne connaît pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, il n'aura jamais de marché. Ça, c'est une réalité qu'ils vivent. Donc, vous avez beau injecter les financements que vous voulez, lui, il n'a pas accès au marché à la base, et quand il a accès au marché, on le paie au bout de 6, 7, 8 mois. Et donc, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui ferment, parce que l'environnement économique de l'entreprise est extrêmement rude au Maroc. Et donc, malheureusement, on va continuer à aborder le problème du chômage sous l'angle de l'inadéquation, ce qui est vrai, sous l'angle du code du travail, ce qui est vrai, sous l'angle du cadre institutionnel, ce qui est vrai, mais la racine du problème, tout ça ne sont que les manifestations du problème. La racine du problème, on ne l'aborde pas parce qu'on ne peut pas l'aborder. Vous avez une économie qui est... Je vous donne juste un exemple et je vais en finir là. Est-ce que vous savez que le Maroc est le deuxième pays au monde en nombre de vacances, juste après l'Inde? Nous avons, je pense, une vingtaine de jours de vacances par an. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça casse la TPE. Ça casse la TPE. Parce que quand vous donnez
un jour de vacances, sachez qu'un jour avant et 2 jours après, vous n'avez plus personne qui parlait. Et l'entreprise, le jeune qui a mis l'argent de ses parents, ses économies, son père a vendu la voiture et ils ont fait une collecte pour lui donner son capital pour ouvrir l'entreprise, parce que l'essentiel au Maroc, c'est de l'autofinancement, ce n'est pas le financement extérieur. Et vous avez des cycles d'exploitation qui peuvent durer des mois, entrecoupés de plusieurs vacances, entrecoupés de plusieurs procédures administratives pour payer la TPE, et vous avez beaucoup d'entreprises qui mettent 6, 7, 8 mois à décrocher la première commande. Quand ils la décrochent, ils n'ont plus d'argent pour l'exécuter. Et ils mettent la clé sous la porte. Et ça, c'est le quotidien de dizaines de milliers d'entreprises au Maroc. Et donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on aura toujours des problèmes de chômage élevés. Merci beaucoup, Monsieur Nabil Adel. On me dit qu'il est temps d'arrêter et de clore. Voyez-vous, moi aussi, je subis des contraintes qui sont liées au temps. Merci à nos chers panélistes d'avoir enrichi les débats. Merci à vous qui avez assisté à cette session. J'invite nos chers panélistes à une photo souvenir pour immortaliser ce moment. Merci à vous tous.